C'était l'un des grands titres de la presse des années 30, Le droit de vivre, le journal de la Ligue contre l'antisémitisme, la LICA, on l'appelait comme ça à l'époque, est devenu la LICRA, magazine farouchement anti-nazi qui s'est peu à peu étiolé après-guerre. Et le voici qui se relance, une nouvelle formule en décembre et un nouveau numéro qui sort aujourd'hui, numéro consacré à l'un des grands sujets de notre époque, la laïcité, avec un sondage aux résultats étonnants. Bonjour Emmanuel de Bono. Bonjour Philippe. Vous êtes historien, rédacteur en chef du droit de vivre, on va parler avec vous de cette nouvelle formule, on va aussi revenir sur l'histoire du droit de vivre créé en 1932. Mais avant cela, comment définissez-vous le droit de vivre aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est une mue importante pour ce journal. C'est une revue. C'est une revue entre la revue et le magazine. Ça, c'est des subtilités, mais on laissera aussi les lecteurs juger. C'est une revue trimestrielle d'une centaine de pages. Qui est pour la première fois en fait de l'histoire de l'histoire de ce journal est vendu en kiosque. Ça a toujours été un journal vendu à la criée ou sur abonnement, et pour la première fois en fait avec le numéro de décembre et la nouvelle formule, la LICRA a franchi le pas. Mais sur le fond, quelle est la philosophie du magazine ? Alors, écoutez, il s'agit de documenter toutes ces questions qui intéressent directement la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. La lutte antiraciste elle-même et toutes les questions connexes. Ouais. Alors la laïcité, pour prendre l'exemple effectivement du numéro qui sort aujourd'hui, en est un, puisque c'est aussi un des sujets qui a été depuis longtemps abordé par la LICRA et qui fait effectivement énormément débat et qui soulève un tas de questions, y compris justement celle d'un racisme potentiel, etc. Donc en fait c'est à la fois des articles de fond, c'est des enquêtes et c'est une actualité autour de la culture, des questions d'éducation avec des tribunes régulières, avec des enquêtes journalistiques et un mélange en fait à la fois d'interventions journalistes et de spécialistes vraiment de ces questions souvent universitaires. Alors c'est pas un news magazine à proprement parler, mais il y a plusieurs rubriques: actualité, culture, enseignement. C'est un journal universaliste. C'est d'ailleurs son sous-titre, revue universaliste. Ça veut dire quoi ? Quel sens donnez-vous à ce mot ? Écoutez, l'universalisme, c'est la reconnaissance de l'égalité des droits des individus, et c'est la volonté de ne pas segmenter la question du racisme, qui est une approche aujourd'hui assez à la mode, qu'on va monter à travers justement des approches dites racialistes. Ouais. La LICRA a une tradition de prise en compte de l'ensemble des victimes, des questions liées au racisme. Alors ça s'est forgé à travers le temps aussi, parce qu'au début, comme vous l'avez rappelé, ça s'appelait la LICA, donc c'était Ligue contre l'antisémitisme, mais très rapidement, en fait, le R est venu dès les années 30 justement, avec une ouverture aujourd'hui effectivement sur l'ensemble des racismes et l'ensemble des... Et là, vous soulevez un très intéressant débat. L'antiracisme est segmenté ? Oui, on l'a bien vu d'ailleurs. Pardonnez-moi, parce qu'il devrait être universel. Le bon sens laisse à penser qu'il est universel, l'antiracisme. Oui, justement, on ne peut s'attaquer à personne. Si c'est segmenté, c'est qu'il y a peut-être un hiatus, un problème. Mais le problème de l'antiracisme, c'est souvent justement le bon sens, parce que en fait, c'est une question qui est éminemment complexe. C'est une question où en fait, on pense effectivement savoir exactement. C'est une question qui fait appel. Pour la définir, on a besoin de philosophie, on a besoin d'histoire, on a besoin d'un tas de concepts. Et aujourd'hui, effectivement, sont à la mode un certain nombre de concepts et de notions qui ont tendance justement à aborder la question de la lutte contre le racisme avec des concepts liés justement à la couleur des gens, qui réhabilitent finalement la notion de race. Et ça, je vais poser ma question de manière iconoclaste. Vous dire que tous les gens ne sont pas égaux dans la lutte contre le racisme ? Si je m'en réfère à leur opinion. C'est pas exactement ça. C'est qu'en fait, le problème, c'est qu'on priorise les luttes. Et on considère effectivement que certaines personnes ne peuvent pas être victimes du racisme. Les Blancs, par exemple, ou dits dominants, et souvent, après, il y a des déclinaisons, si vous voulez, en fonction de l'engagement aussi du militantisme des personnes qui portent ce type de thématique. Ça peut être aussi, on va les appeler les oppresseurs, etc. Oui, non, il n'y a pas de... Il y a une forme effectivement de hiérarchisation des luttes plus que des individus, mais le fait de réintroduire finalement la race pour choisir finalement quelles sont les victimes et qui sont implicitement les bourreaux, ça pose évidemment problème aux universalistes de la LICRA notamment. Alors le droit de vivre, c'est le magazine de la LICRA. Est-ce qu'il est là uniquement pour promouvoir les idées défendues par votre association ? Non,
Non, justement, l'idée c'était justement et le fait de passer en kiosque et le témoignage de cette volonté, c'est-à-dire que ça peut pas être de l'entre-soi. Ça peut pas être non plus un journal. D'ailleurs, c'est amusant parce que j'ai retrouvé un texte de Pierre Dac qui fut l'un des contributeurs. On va en parler tout à l'heure justement de Pierre Dac. D'accord, je vais pas déborder. Ouais. L'idée est effectivement de partir aussi à la conquête de nouveaux lecteurs, de nouveaux publics, de montrer que l'antiracisme est quelque chose qui concerne finalement la société entière. Et l'universalisme, c'est ça aussi, c'est qu'en fait, il y a cette devise qui est assez connue, ce qui est la phrase du poète Terence, le poète romain, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. C'est-à-dire qu'en fait, chaque individu, chaque citoyen a intérêt à effectivement à s'intéresser à ces questions parce que elles sont des questions qui touchent directement la cohésion nationale, qui touchent l'individu dans sa dignité, dans ses droits. Et donc voilà, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Qui sont ceux qui écrivent dans le droit de vivre? Alors il y a vous évidemment, vous êtes historien, il y a d'autres historiens. Oui, il y a d'autres historiens. Alors, si vous voulez, il y a 3 séquences. Il y a une séquence au début qui va plutôt 3 périmètres. Un périmètre, disons, d'abord de journalistes, en gros, pour la première partie. Un périmètre assez universitaires ou spécialistes ou experts, c'est-à-dire de gens qui pratiquent directement les questions qui sont à l'honneur dans chacune des éditions. Et puis, un 3e temps à la fin où on aborde des questions de société, d'éducation, de culture, où on a à la fois des journalistes, à la fois des universitaires ou des enseignants. Et puis un dessinateur, Xavier Gors, vous l'accueillez dans vos pages, c'est lui qui a quitté le Monde fin janvier avec quelques fracas après que le journal s'est excusé pour un de ses dessins, c'était un dessin sur l'inceste et le genre qui avait choqué certaines personnes. Est-ce que à cette époque, Xavier Gors dessinait déjà pour vous? Est-ce que vous avez pensé à vous séparer de lui et de son talent? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors effectivement, voilà, on avait commencé à travailler avec lui, hein, donc on l'a pas récupéré. Non, Xavier Gors est quelqu'un qu'on était directement allé vers lui. Alors on va pas forcément relancer la polémique autour ou en tout cas Non, je vais donner les faits pour qui ne l'aurait pas vu. Je vais lancer aucune polémique. Oui. Il y avait un enfant pingouin qui s'adressait à un adulte et qui lui demandait: si j'ai été abusé par le demi-frère adoptif de la compagne de mon père transgenre devenu ma mère, est-ce un inceste? Oui, alors voilà le dessin qui a fait parler. Absolument. Alors, quelle fut votre réaction? Ma réaction personnelle, c'est voilà. Du journal, la réaction du journal. Un soutien. On a fait un tweet pour dire qu'il y avait une liberté d'expression, qu'on soutenait pas forcément le dessin, mais en tout cas le dessinateur. Voilà. Et votre avis sur la réaction du Monde? Parce qu'il s'est fait défendre, mais surtout attaquer dans les pages même du Monde. Oui, je pense que c'est ça a été compliqué. On a vu les échanges par la suite, mais je pense qu'effectivement c'est une erreur de se séparer comme ça, enfin de se séparer. En tout cas, de ne pas soutenir son dessinateur et de le faire de présenter des excuses. Je pense que ça reflète effectivement une certaine dérive aujourd'hui de sensibilité sur ces questions, avec des réactions totalement épidermiques, émotionnelles, qui sont aussi calquées sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un peu embêtant. C'est aussi quelque chose, on veut prendre, nous, un peu de distance par rapport aux réseaux sociaux, et c'est l'objet de ces articles qui sont aussi des articles de fond et assez longs, etc. Cette distance dont vous parlez, et également le sondage que vous avez commandé, dont les résultats sont étonnants, on en parle dans quelques instants avec vous, Emmanuel de Bono. Vous êtes le rédac-chef de la revue Droit de Vivre, la revue de la LICRA. À tout de suite. En compagnie de l'historien Emmanuel de Bono, rédacteur en chef de la revue Droit de Vivre, c'est la revue de la LICRA qui se relance aujourd'hui. C'est un trimestriel papier, puis aussi un site internet. On en dira quelques mots. Vous publiez également un sondage. Les lycéens d'aujourd'hui sont-ils pâtis du nom de Samuel Paty, ce professeur d'histoire victime d'un attentat islamiste qui avait été assassiné, décapité à l'automne dernier devant le collège dans lequel il enseignait, c'était à Conflans-Sainte-Honorine. Est-ce que les lycéens partagent les valeurs laïques défendues par Samuel Paty? Que dit ce sondage réalisé par l'IFOP? Alors oui, on a effectivement eu l'idée de questionner les lycéens. Il y a eu récemment aussi un sondage de l'IFOP sur la question, enfin sur les enseignants face à ces questions-là. Donc finalement, ça vient un petit peu compléter et ça vient dire, si vous voulez, quand même confirmer un certain nombre de phénomènes qu'on observe depuis maintenant des années, d'une forme finalement les jeunes, les lycéens n'ont pas finalement exactement la même vision que leurs aînés. C'est-à-dire, alors quelle est cette
votre vision? Il y a une plus grande, si vous voulez, une plus grande tolérance, une volonté inclusive de leurs collègues, de leurs amis, leurs camarades musulmans, et d'une manière plus générale, une plus grande, ils sont beaucoup plus favorables finalement au port de signes religieux dans l'espace scolaire. Les lycéens, alors seule une minorité, c'est ce chiffre qui pourra faire froid dans le dos à certaines personnes, seule une minorité de lycéens adhèrent au droit au blasphème, qui est quand même prévu par les textes de loi, les lois de la République. Seulement 48% des lycéens adhèrent au droit au blasphème, donc c'est une minorité. Déjà, petit enseignement, qu'est-ce que ça dit de notre époque et qu'est-ce que ça dit de la génération qui arrive? C'est une génération qui est très sensible à la question de l'offense, de l'outrage, et qui effectivement a tendance sur ces questions-là à rejeter toute forme d'attaque, justement, de tout ce qui peut blesser la religion, la sensibilité. Inversement, ça peut vouloir signifier que c'est une génération qui n'est moins sensible à la liberté de parole. Et à la laïcité. Ou qui ne voit pas les choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a effectivement une priorité dans le fait de respecter finalement l'autre, sa sensibilité, ses goûts, ses convictions, etc. Seulement 48% des lycéens qui adhèrent au droit au blasphème, la proportion qui tombe à 22% chez les lycéens qui se disent musulmans. Et dans ce sondage, les réponses sont classées en fonction de l'affiliation religieuse, mais également en fonction de groupes ethniques, blancs ou non blancs. Qu'est-ce que ça apporte ? Ça montre en fait effectivement peut-être justement cette. Alors il faudra évidemment creuser. Là pour l'instant on a des Quelle différence entre les blancs et les non blancs par exemple? Quelle différence? Le sentiment finalement d'être vous savez, une minorité racisée, la question d'une domination, le fait de se sentir finalement solidaire. Non mais dans les chiffres, quelle différence entre les blancs et les non blancs, les chiffres? Moi je les ai pas tous, vous les avez? Non, je les ai pas tous sous les yeux. Mais... Ah, vous les avez pas non plus. Juste un mot, c'est légal de faire une dichotomie comme ça entre les blancs et les non-blancs? C'est en fait, c'est en fonction des déclarations des individus, donc oui, c'est légal. Oui. Alors, dans ce nouveau numéro, Emmanuel de Bono, vous convoquez un compagnon de route de la LICRA. Elle s'appelait la LICA, je l'ai dit tout à l'heure. C'est l'humoriste Pierre Dac, de son vrai nom André Isaac. Il écrit pour Le Droit de Vivre, c'est la revue, 27 textes à l'humour corrosif, des textes contre l'antisémitisme, contre le racisme, publiés entre 53 et 57. Vous en avez sélectionné quelques extraits dans la revue. Je vais en citer un. Le jour où les Juifs se verront dûment et légalement conférer le droit imprescriptible d'être des salauds comme les autres salauds bien entendu, l'antisémitisme sera virtuellement vaincu. Ça date de février 53. Si ce n'avait pas été Pierre Dac, auriez-vous publié ces mots? On a une vraie philosophie derrière et quelque chose qui n'est pas justement de la provocation façon... on parle beaucoup effectivement de la question de l'humour et de la provocation. C'est pas du déproche. Là, c'est vraiment du Pierre Dac. C'est une réaction de fond qui veut dire tout simplement il faut que les Juifs puissent être des salauds comme les autres. Et si ils sont plus salauds que les autres salauds, parce qu'en fait, effectivement, le précise lui-même, c'est par rapport aux autres salauds, ils doivent être finalement les mêmes salauds. Donc c'est en fait un plaidoyer pour l'égalité, finalement, le droit d'être un salaud. Je vais finir par une question personnelle. Vous êtes patron de journal, mais c'est pas votre métier. Vous êtes historien à la base. Comment ça se passe pour vous? Écoutez, c'est devenu mon métier, en fait, dans les faits. Donc, alors, c'est compliqué. C'est un métier qui s'apprend. C'est un vrai métier. Et je dirais que toutes les tâches sont vraiment de l'imprimerie à la coordination d'ensemble. C'est vraiment absolument passionnant. Je suis entouré de gens qui sont passionnés aussi par leur... C'est une petite équipe, c'est pas une grosse équipe du tout. Non, c'est pas une grosse équipe. Voilà. Et puis, je voudrais le citer. Il y a un site également que vous avez lancé. Oui, le ddv.fr, leddv.fr, on l'a lancé ce matin, pour tout dire. Ouais. Et donc, ça va effectivement apporter un soutien sur les médias, sur les réseaux sociaux et sur Internet au print. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Emmanuel de Bono, rédac-chef du Droit de Vivre, revue universaliste, dont le dernier numéro sur la laïcité sort aujourd'hui également. J'ai pas donné le prix, c'est 9,90 €. Merci d'être venu en direct dans Culture Média. Merci beaucoup. Merci à vous.